Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce 90e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023 sur fond de conflit israélo-palestinien et nous sommes là pour en parler avec vous, monsieur Vernochet. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, haut les cœurs, et que Dieu nous garde et nous sauvegarde la paix. Malheureusement, à mon avis, c'est mal parti. Alors la paix, c'est mal parti. C'est aussi mal parti pour la clarté, parce que dans les médias, c'est la confusion. On ne comprend rien, on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, on ne sait pas pour qui il faut être, s'il faut soutenir. On ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, pour commencer, on pourrait se demander, alors, on parle d'une offensive de Tsahal sur Gaza, ce serait pour quand? Il traîne Alors ça, pour traîner, il traîne. Alors il traîne, il se donne de bonnes raisons. Il y a quelques jours, on nous disait que les équipements n'étaient pas arrivés. Je sais pas si les soldats de Tsahal avaient des godasses, sans doute. Mais si on se réfère à l'offensive sur le Liban, sur le sud Liban en 2006, ils n'avaient pas de gilet pare-balles ou à peine. Ils se sont pris une déculottée magistrale, comme quoi Tsahal n'est pas invincible. Et les journalistes, ça ne s'en souviennent pas. Et les gamins, puisque c'est une armée de conscription essentiellement, les gamins n'avaient pas leur ration. Enfin, rien n'allait. Je me souviens que le Hezbollah avait utilisé des missiles anti-chars qui avaient fait des ravages sur les fameux chars soi-disant invincibles. Alors on nous explique, il y a une explication merveilleuse en disant ils sont protégés sur le dessus parce que ils ont été inventés, conçus pour le combat urbain, donc on leur tire par-dessus et pas sur le côté. Bon, enfin, comprenne qui pourra. Toujours est-il que Tsahal n'avait pas fait la preuve de son supériorité, encore moins de son invincibilité, et que là aujourd'hui beaucoup se posent des questions pour savoir si cette armée de conscription est bien apte à pénétrer et à déjouer les pièges. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous surprend toujours. On a l'impression qu'on nous le présente que Israël, ce serait le pays civilisé de la région et que les Palestiniens, ce seraient les barbares. Ce seraient des barbares, pieds nus, incapables, de faire quoi que ce soit, et qui pourtant, en fait, tiennent tête, ont des armes, ont suffisamment d'hommes, et bien sûr beaucoup de pertes, mais on a l'impression que c'est une mouche, une souris qui intimide un lion. Alors, la souris ou la mouche, si elle est sur l'enclume israélienne, Israël apparemment peine à abattre le marteau pour écraser, ou le marteau pilon même pour écraser cette mouche, parce que la disproportion des forces est colossale. On dit que ce sont de 2000 au maximum, 3000 peut-être, qui sont sortis, qui ont fait cette échappée du camp de concentration à ciel ouvert qui est Gaza. Pensez, c'est entouré par une muraille de 6 mètres de haut et de 30 mètres de profondeur. Qu'on me dise pas que c'est pas une prison à ciel ouvert. Je sais pas où on pourrait aller chercher ça. Apparemment, j'ai entendu un témoignage d'ailleurs d'un Israélien qui voulait rentrer dardard en France. Il dit, mais j'habite une ville de 25 000 habitants. Il y avait des chars israéliens, on se croyait en sécurité, et il y a 4 pelés et 3 tondus palestiniens qui sont arrivés, et tout le monde s'est débandé. Alors, disons le mot, les garçons font 3 ans de service, les filles font 2 ans, mais on aime apparemment beaucoup les rêves partis en Israël. Oui. Est-ce compatible avec la vie des tranchées ou la vie sous l'uniforme, véritablement, dans le cas d'une guerre réelle, tir à balles réelles? Oui, on peut pas à la fois donner de la gay pride à sa population et continuer à lui demander de vouloir mourir pour son pays avec une certaine transcendance. D'autant, Monsieur V, que ces derniers mois, les manifestations monstres, géantes pour un petit pays comme Israël, c'est 3 millions d'habitants, Israël, agitait la vie de Tel Aviv, et il y avait une rupture nette, franche, entre les élites à la fois religieuses et sionistes, ce qui semble a priori incompatible, mais je ne vais pas faire un cours de théologie sur cette question, ni un cours d'histoire du judaïsme, encore que ce serait intéressant, était en guerre quasiment ouverte, à telle enseigne d'ailleurs que on craignait qu'il y ait des épisodes de quasi-guerre civile
entre les cosmopolites wokistes de Tel Aviv, donc ceux de la Gay Pride, de la joie de vivre californienne, et les autres à la fois enracinés dans le judaïsme profond, qui normalement abomine l'enracinement dans Eretz Israël, puisque normalement les Juifs ne sont appelés à revenir en Terre Sainte qu'à l'issue des temps et au retour du Messie. Mais ils ont fait cette alliance contre nature, mais qui avait l'air plus ou moins de fonctionner avec les disciples de Jabotinsky, qui n'est pas russe comme on peut le lire ici et là. Jabotinsky était purement ukrainien et qui s'était déjà teinté du nationalisme intégral des bandéristes et autres. Même si je ne crois pas que Jabotinsky est fricoté avec Bandera, mais les idées de l'hypernationalisme ou de l'ultranationalisme, appelez-le comme on veut, encore le nationalisme, ça serait autre chose, mais cette espèce disons de suprématisme juif viendrait de là-bas. Le père de Netanyahou avait été l'un des adjoints, des collaborateurs de Jabotinsky, et Netanyahou a baigné dans ce bain-là. Alors, tout le monde critique, même LCI critique très fort Monsieur Netanyahou, Monsieur Attali aussi, en disant que il fait le plus grand tort à Israël. C'est tout à fait possible. Il commence à le dire finalement. Il commence à y avoir une sorte de scission parmi le monde, le monde juif ou sioniste, une sorte de guerre civile ou presque. Il y a un débat interne. Il y en a même certains qui. Alors le débat interne, c'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, parce que les choses ne sont pas faciles, parce qu'on peut pas compter sur les grands médias pour vraiment vous donner de vrais points de repère, de baliser le terrain. La cassure maintenant est en train de venir à l'extérieur. Monsieur Attali, qui est un internationaliste, pas prolétarien, mais un internationaliste quand même, un sans frontiériste absolu, se rend bien compte que Israël est peut-être entré dans une impasse. On peut penser d'ailleurs que certains aux États-Unis, à New York, qui est la plus grande ville juive du monde, qui est la capitale au fond du monde juif, ne verraient pas d'un mauvais œil la disparition d'Israël, qui devient un caillou dans la chaussure. Alors on a beau répéter qu'Israël est le gardien de l'Occident, c'est le représentant de l'Occident, ça sont des vieilles lunes qu'on trouve maintenant partout répandues, soi-disant même dans les milieux souverainistes. C'est la vulgate, le credo, aussi bien de Boulevard Voltaire, peut-être moins de TV Liberté, peut-être un peu moins, mais je ne la regarde pas beaucoup, de Boulevard Voltaire, mais de CNews, c'en est consternant. Il y a un unanimisme. On pourrait espérer de la part de gens, parce que à CNews, il y a des gens quand même fort intelligents, comme Monsieur Bloch-Côté, d'avoir un peu de réserve, un peu de distanciation, un peu d'esprit critique et même de profondeur de champ, parce qu'il faut regarder l'histoire de la Palestine et de Gaza sur 75 ans, les multiples, la vingtaine de résolutions et plus des Nations Unies qui n'ont pas été appliquées par l'État hébreu, et même qui ont été complètement méprisées. L'État hébreu est au-dessus de la loi internationale, au-dessus des lois internationales, et la façon dont l'affaire de Gaza a été gérée ces 15, 16, 17 dernières années. Alors je dis tout de suite, c'est pas un pavé dans la mare, tout le monde le dit, tout le monde le sait, le Hamas est une création israélienne. Oui, voilà, qui a été en fait encouragé, poussé, promu. Le Hamas avait gagné les élections législatives. Quand était-ce? En 2006. J'avais écrit un article dans le Courrier, autrefois le Courrier de Genève, le Courrier, en disant une aubaine pour Washington et Tel Aviv. On sait que le passage, le succès électoral du Hamas, donc le Hamas n'a pas pris le pouvoir avec des doigts crochus dans la bande de Gaza. Le Hamas avait remporté les élections législatives dans toute la Cisjordanie.
S'il y a aujourd'hui une imposture, c'est celle de Monsieur Abbas, qui s'est accroché au pouvoir, qui n'a pas été réélu comme président, qui donc n'a aucun mandat électif, mais qui occupe le terrain. Voilà. Et donc le Hamas s'est rabattu et a pris effectivement le contrôle de la bande de Gaza. Mais enfonçons tout de suite un autre clou. Apparemment, alors je n'ai pas les moyens de tout vérifier, donc je demande pardon s'il m'arrive de commettre une erreur dans mon propos, mais apparemment, quand Madame Obono dit que l'opération meurtrière du 7 octobre était le fait du Hamas et du terrorisme du Hamas, c'est pas le Hamas seul. Il y avait d'autres mouvements de résistance palestinienne qui s'en sont mêlés, qui ont participé. Donc il est pratique aujourd'hui, quand on veut tuer son chien, noyer son chien, on dit qu'il a la rage, on dit qu'il a la gale. La rage, en l'occurrence, ce serait la rage terroriste. Mais je veux pas non plus tomber sous le coup de la loi, puisque aujourd'hui tous les propos sont judiciarisables, punissables. Mais Monsieur Darmanin, lorsqu'il nous parle des enfants qui ont été massacrés par le Hamas, devrait savoir que même la Maison Blanche, même le porte-parole de la Maison Blanche a bien précisé, à la suite de Monsieur Biden ayant repris ce type de propos, qu'il n'y a pas eu d'enfants décapités, tout ça c'est une légende. Même Tsahal, même l'armée israélienne, donc le reconnaît, l'a dit, l'a avoué. Mais Monsieur Darmanin n'est pas au courant, apparemment. Donc il poursuivra tous ceux qui auront un cheveu plus haut que les autres et un propos. Aujourd'hui, on a pris la haine de la vérité et des faits objectifs. Hein, dans ce pays, c'est étonnant. Je ne sais pas si c'est une exception française, mais en France, le débat n'est plus possible. On nous parle de démocratie, mais où est le débat? Donc, je reprends. Madame Obono n'a pas tort lorsqu'elle dit qu'il s'agit de résistance. Parce que tout le monde tire à vue sur Madame Obono, qui n'est pas de ma chapelle, hein, n'est pas de ma coterie. Lorsqu'elle dit que c'est mais oui, apparemment, un certain nombre de membres d'autres factions de la résistance israélienne et gazaoui se seraient mêlés de ça. Alors, opération terroriste, soit opération terroriste. On a terrorisé effectivement les populations. Maintenant, les a-t-on massacrés comme on le dit? Ça, c'est une autre affaire. Il y avait un article de était-ce Shlomo Sand? Non, c'était pas Shlomo Sand, disant l'armée israélienne ment. C'est un tout petit article, on le trouve sur le site des amitiés franco-irakiennes, et c'est tout à fait. Il reprend quelques exemples où l'armée israélienne, elle ment, ce qui est normal. Il y a la propagande de guerre, mais il y a quand même des limites même à la propagande de guerre. On peut pas dire non plus d'énormités. On peut même, le cas échéant, d'ailleurs maintenant, on les construit ces énormités. Hein. Puis on a des témoins en pagaille, mais qui sont aussi généralement de faux témoins. Quand ce ne sont pas des acteurs qui ont été recrutés pour mentir. Donc ça fait 17 ans qu'on a une population de 2 millions à peu près d'habitants qui est enfermée entre des murailles. Hein, la mer, ils n'y ont à peine accès, et à peine ils peuvent pas aller en mer, on leur tire dessus, les bateaux de pêche se font dézinguer ou arraisonner pour le mieux. Et donc, ces gens ont tenté ce qu'on appelait autrefois, dans une ville assiégée, on parlait d'une sortie. Ils ont effectué une sortie. Là, ils ont les bagnards, enfin, ce sont pas des bagnards, mais les prisonniers ont tenté une échappée. Bon, on est dans un contexte de guerre. Je rappelle que la guerre n'a jamais officiellement cessé depuis 1948. Par exemple, la Syrie, c'est un état de guerre permanent. Alors c'est un conflit gelé, mais comme on est en état de guerre et les Russes ferment les yeux,
il n'y a pas de semaine, et même peut-être parfois pas de jour, que les Israéliens n'aillent bombarder en Syrie. Alors bien sûr, ils bombardent des sites occupés par l'Iran. Ils bombardent pas directement l'armée, encore que, voilà. Il y a peu de temps, on n'en a pas parlé. Il y avait une remise de diplôme dans une académie de cadets. En Syrie, il y a des bombes qui sont tombées. Alors on ne sait pas si ce sont des bombes pour que les bombes tombent ou les missiles. C'est plutôt les forces américaines ou turques à la rigueur. Américaines ou turques. Il y a eu 100 morts. Personne n'en a quasiment parlé. Vous n'en avez pas entendu parler. Alors, vous m'avez posé une question au départ et puis je vous rends quand même la parole, Monsieur V. C'est important. Vous m'avez demandé l'opération va-t-elle avoir lieu ou pas. Alors, on a démarré très fort en disant que les pauvres gamins de Tsahal, apparemment quand même, mais ça c'était peut-être un prétexte, mal équipés, mal préparés, ils sont pas des soldats professionnels. Là, ils vont aller affronter des forces dans un des combats les plus difficiles qui soient, c'est-à-dire la guerre urbaine. Comme le disait très justement, alors je ne m'attendais pas à autant d'intelligence de la part du général Yakovlev hier sur LCI, qui là, c'est plus tout à fait la langue de bois. Il y a aussi, je sais pas si c'est le général Gomar, mais enfin Yakovlev nous disait, mais ça fait 17 ans que les Gazaouis, les forces du Hamas et autres ont eu le temps de se préparer, de piéger. On voit des tunnels, mais les explosifs sont dans les murs des tunnels, dans les plafonds des tunnels. Les forces sont prêtes à les accueillir. Et on sait que la défensive, pour un défenseur, il faut 10 assaillants. Alors, Israël aligne 300 000, encore une fois, jeunes gens, je dis bien des jeunes gens, cette armée de conscription qui pas une armée professionnelle, veulent l'engager dans des champs de ruines. Alors bien sûr, il y aura ces fameux bouteurs, ces catapillars blindés. L'un de ceux-là qui avait écrasé, plus personne n'en parle, la malheureuse Rachel Corrie, elle avait eu la sottise, elle se croyait place Tiananmen, encore que place Tiananmen... Il peut y avoir des exemples analogues. Elle s'est mise devant le bouteur lui est passé sur le corps. Tout le monde se souvient de l'américaine Rachel Corrie, militante de la paix. Hommage lui soit rendu, son courage, au moins que sa mémoire demeure, ça serait déjà pas mal. Donc le combat, alors les bouteurs vont déblayer la voie, mais quels sont exactement les buts de guerre ? C'est la grande question à poser à la fois de Tsahal, mais du gouvernement de Monsieur Netanyahou. Que veulent-ils ? Ils veulent occuper Gaza, ils veulent dénicher le Hamas, ça c'est sûr, c'est ce qui est avoué, les sortir de leur souterrain. Mais moi, je me souviens qu'aux abords de Damas, c'était pas les Daeshiens, c'était les gens d'Al-Nosra ou autres, ceux qui, pour Monsieur Fabius, faisaient du bon boulot, avaient des souterrains aussi, parce que maintenant il y a des machines qui creusent. C'est pas fait avec une pelle, une pioche. On n'est plus autant de gens mineurs. On n'est pas en Corée du Nord. Non. Et il y avait des souterrains sur 6-7 étages. La question s'était posée du gazage, mais là aussi les gens d'Al-Nosra et autres, ou de l'armée syrienne libre, qui était en fait tout ça, c'est des divergences à l'intérieur entre Daesh, Al-Qaïda et tous ces gens-là. L'épaisseur, la différence, c'est de l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Et la question s'était posée d'utiliser les gaz. Alors, ils les ont pas utilisés, mais pour toutes sortes de raisons, à la fois militaires, mais aussi humanitaires et autres. En fait, il y a que l'arme du gaz dans les. Mais si les otages je sais pas quoi, franco-israéliens, on dit français ou israélien. Faut choisir, on est français ou on est israélien. C'est difficile d'être les deux à la fois. Mais enfin, moi, c'est un sentiment personnel et je comprends pas toujours tout très bien. Il faudrait demander peut-être à Monsieur Meyer Habib. Il pourrait nous expliquer. Lui, il a 3 nationalités, non ? Il est plus israélien que français, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, certainement. Ou Monsieur Drahi, qui, lui, il a au moins 4 nationalités, Monsieur Drahi. Oui, puisqu'il est aussi chypriote. Portugais. Il est plus français, je crois. Français, israélien. La vie est belle. Plus belle la vie. Et donc, ils veulent occuper Gaza durablement.
Ont-ils des raisons pour cela? Mais ça veut dire il faut raser Gaza. Après, là, on pourrait penser qu'ils ont l'opinion publique avec eux parce qu'ils ont subi donc une attaque et donc ce serait de la vengeance légitime Vous dites et, une chose très forte, Monsieur V. et qui serait cautionné, qui serait légitimée par le fait qu'on a beaucoup souffert, on a tué des civils, Ah oui, des depuis enfants. 2000 ans. Oui, Depuis 2000 ans. oui. Je renvoie à ceux qui veulent savoir le livre d'un expert paru dans les années 1870 de Bernard Lazare, Histoire de l'antisémitisme. C'est quand même extrêmement éclairant. C'était au moment de l'affaire Dreyfus que Lazare a écrit cette histoire et il n'était pas soupçonnable d'avoir des idées tout à fait tordues, très 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 loin de là. Alors je reviens le but de guerre. Alors raser Gaza, donc récupérer Gaza en quelque sorte. Alors là, il y a une raison économique, financière, il y a un gain, un butin de guerre extraordinaire. C'est la grande poche qui n'est pas le Léviathan. Le Léviathan, c'est devant Israël et c'est partagé en partie par Chypre. Les Turcs doivent gagner un peu dessus aussi. Donc il y a cette poche de gaz géante qui est dans, je sais pas si ça s'appelle le golfe d'Égypte, enfin moi je l'appelle comme ça, qui est là devant Gaza, qui appartient normalement aux Gazaouis. Si c'est Israël qui a repris Gaza, ça ne leur appartiendra plus. Et là, l'Europe a peut-être envie qu'Israël reprenne Gaza, parce qu'à ce moment-là, il lui achètera son pétrole. Ça coûtera moins cher que le pétrole, le gaz, pardon, son pétrole, oui, le gaz liquéfié qui arrive des États-Unis, qui est 3, 4 fois, 5 fois plus cher que le gaz russe. Donc là, l'Europe a aussi son intérêt non dit, caché. On ne parle pas beaucoup de cette nappe de gaz, et puis ça permettrait de régler la question du Hamas une fois pour toutes. Nous revenons au XVIIe siècle à Prague, la légende du golem. Des rabbins kabbalistes bien inspirés créent une espèce de monstre, de serviteur au départ, puis après ils oublient la formule qui est inscrite sur le fond, alors ils savent plus diriger le golem qui se met à tout casser. C'est l'histoire d'Israël aussi. Elle crée des golems. Oui. Elle crée des golems terrifiants. Elle a créé le Hamas. Aujourd'hui, elle finance encore le Hamas via le Qatar. Via le Qatar. Et puis même sans créer forcément le Hamas, par sa colonisation et sa violence, elle a forcément, elle a créé des résistants, elle a créé des révolutionnaires qui, Hamas ou pas Hamas, allaient de toute manière se rebeller et aussi mais on ne pas se laisser faire. Indiquons la chose à Monsieur Zemmour, qui n'est pas non plus de ma chapelle, ce cher Monsieur Zemmour. En France, ils ont créé un golem avec l'immigration. Monsieur Attali, il fallait plus de frontières. Mais Monsieur Attali et tous ses semblables, juifs et non juifs, bien sûr, qui étaient pour cette immigration massive. Les Nations Unies, en l'an 2000, s'en étaient mêlées, puisqu'elles disaient il faut 150 millions d'immigrés en Europe. De quoi se mêler les Nations Unies, on se le demande bien. Il faut des colonies de peuplement pour compenser l'effondrement démographique. Mais qui a créé aussi l'effondrement démographique? C'est toujours les mêmes. On ne s'est pas contenté de la contraception orale, qui est orale sur la pilule, qui était déjà très bien. Non, il fallait l'avortement qui est devenu un droit sacré. Alors on peut pas à la fois se faire avorter et puis faire des enfants. Cette année, on a battu un record 234 000 avortements en France. Et donc, il y a 200 000 clandestins et 200 000 officiels qui entrent. Vous voyez, on a une immigration qui tourne entre 400 et 500 000 par an dans ce malheureux pays. Alors, c'est vrai, à la campagne, ça se voit un peu moins, mais à Paris, ça se voit de plus en plus quand même. Alors, revenons sur les objectifs. Mais il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire. Les objectifs, raser Gaza, oui, donc un champ de ruines, chasser les Palestiniens, oui, on avait demandé, le Qatar s'était proposé de faire un camp de toile au terminal de Rafah, donc sur l'Égypte, ou ça pourrait être dans le désert du Negev, j'en sais rien, pour 1 million de personnes. On va vider la population, ça s'appelle une opération ethnique, mais
c'est une opération ethnique démographique qui est en légitime défense. Je rappellerai au passage, puisqu'on nous parle de légitime, Israël a le droit de se défendre. Oui, bien sûr, Israël a le droit de se défendre, mais tout le monde a le droit de se défendre, même les Gazaouis. La légitime défense, en droit français, si vous donnez un coup de matraque à un cambrioleur qui n'avait qu'un pied de biche à la main, vous passez tout de suite devant les tribunaux et vous êtes condamné à des peines très lourdes. La réplique, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'elle soit proportionnée à l'acte. Bon, il y a des bombes qui sont tombées. Et on ne sait plus qui se défend exactement, parce qu'on ne sait plus qui a commencé, ni comme, enfin, on ne sait plus. Reprenez l'histoire, Oui. je vais pas le faire ici, l'histoire de Gaza et des opérations plomb durci, colonne de je sais pas quoi, colonne de fumée et autres, les bombes qui s'abattent, les bombes ne sont pas très discriminantes, enfin toujours pas autant qu'elles le devraient. Et les corps je vois pas où entre les gens qui se font abattre par des commandos du Hamas, des commandos terroristes, disons bien le mot, terroristes, et les bombes qui déchiquettent les gens. Expliquez-moi dans la barbarie où se situent les différences. Hein. Bon, je pense que les gens on revient toujours à votre question liminaire, que les gens de l'entourage de Netanyahou veulent y aller. Ils veulent y aller parce que en arrière-pensée, en arrière-pensée, ils veulent vider également la Cisjordanie. Qui est déjà presque vidée, il n'y a plus que des colonies. En 20 ans de temps, on est passé de 30 000 colons à 500, bientôt 600 000 colons. Ces colons, on le voit si on s'intéressait, si nos médias étaient un petit peu moins partiaux, un peu moins hystériques, ils nous diraient que ils le disent parfois un petit peu, mais en glissant, hein, c'est en filigrane, que les colons tirent à vue, je l'ai vu quand même à la télévision, tirent à vue sur des paysans palestiniens, on coupe leurs oliviers, on les exproprie, on les expulse. Mais ça ne choque pas au jour le jour. Ça ne choque pas dans les médias. Non, on peut pas être choqué partout. Hein. Partout, ce sont des expulsions démocratiques. Et surtout, c'est ça qui est extraordinaire, personne ne relève. Cette terre leur appartient parce qu'elle leur a été promise par Dieu. Mais ici, on n'arrête pas de ridiculiser, de dénigrer la foi, la religion, mais là-bas, c'est Dieu qui a donné cette terre au peuple hébreu. C'est la terre de promission, c'est la terre de la grande promesse. Donc Dieu leur a promis une terre pour faire des rave parties et des gay pride. Voilà, mais toujours est-il que ça me semble, du point de vue juridique ou du point de vue des droits de l'homme ou du droit naturel, un argument qui est un peu faible. Je ne suis même pas sûr qu'il tienne. Nos révolutionnaires n'avaient pas pensé à ça, bien qu'ils pensent que l'homme a des droits fondamentaux. Parce qu'il est homme, là aussi on est quand même dans un domaine, dans un arrière-plan métaphysique. Hein. Je ne sais pas si l'homme a des droits, il a le droit de faire son devoir, ça c'est sûr. Il a le droit d'essayer d'être le moins mauvais possible, ça c'est sûr. De ne pas haïr, de ne pas tuer son prochain. Mais là on est plus du côté du versant chrétien que du versant judaïque. D'ailleurs en passant, je dis arrêtez de parler de judéo-christianisme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les chrétiens ont accueilli le Messie, ils attendent d'ailleurs son retour, mais les Juifs n'ont toujours pas vu leur Messie. Hein. Les Juifs on le dit, alors là c'est l'occasion de le vérifier, de le constater, sont dans la vengeance. Hein. Même le mot est repris maintenant par la presse. Même la création de l'État d'Israël en lui-même est une vengeance d'une certaine manière. Clairement. C'est comme ça qu'on nous présente. Alors, il y a des grands juifs aujourd'hui qui le disent. Qui disent que c'était une vengeance des juifs à l'égard du christianisme. Bon, je n'irai pas, sincèrement, personnellement, j'irai pas jusque-là. Mais la loi du talion, pour un œil des deux yeux, pour une dent toute la gueule, encore une fois, là, ce soir, on doit approcher les 5-6 000 morts chez les Palestiniens.
Revenons à la légitime défense, au droit de se défendre, à mes yeux, qui est un droit sacré. Il doit y avoir proportionnalité de la réponse. Hein, on tue pas tout le monde sous prétexte on va pas tout dévaster. Il y a quelque chose d'oriental, mais il faudrait comprendre que les Français ne peuvent pas savoir ça parce qu'on leur explique pas. L'Orient, c'est pas l'Occident. En Orient, on n'a pas il y a des réflexes collectifs, il y a le rapport à la vérité n'est pas le même que chez nous, enfin, ou qu'il devrait l'être, ou qu'il l'était. Chez nous, on a toujours su mentir aussi. Mais là-bas, c'est plus facile, hein, c'est plus sui generis. Vous pouvez trouver sur France-Irak Actualité ce petit article d'un éminent juif qui nous explique que Tsahal ment. Oui, c'est une évidence, Tsahal ment. Quelle découverte! Oui, donc, quels sont... Alors, vont-ils y aller ou pas? Là, ils traînent. Il paraît que les États-Unis ont demandé de surseoir. Alors, le prétexte pour surseoir, ce qui je trouve d'ailleurs est un mauvais prétexte, c'est pas un prétexte humain, humanitaire, en disant il faut trouver les voies et moyens de protéger les populations civiles en général. Non, c'est les otages. Il n'y a que les otages américains qui les intéressent d'ailleurs. Bon, je trouve que c'est un peu faible là aussi. En tout cas, c'est pas très moral. On essaye de protéger les populations civiles, en tout cas les innocents qui ne sont pas des combattants. La guerre, ça se fait entre combattants, normalement. Donc, alors, je pense moi personnellement aussi que les otages sont un bon prétexte parce que les Américains ont franchement la trouille. Les gens les plus intelligents partout, en général, normalement, et surtout aux États-Unis, sont les gens du Pentagone, sont les militaires, parce que ils voient les risques, les coûts, les coûts humains, les déséquilibres. Il y a aussi des gens assez intelligents qui voient que toute la région risque de basculer. Alors, Israël aussi a très 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 fortement envie d'en découdre avec l'Iran, en espérant d'ailleurs que ça soit comme d'habitude, que ça soit les États-Unis qui aillent faire le boulot en Iran, comme ils l'ont fait en Irak au cours de 2 guerres successives. La première, Israël a bénéficié de l'envoi de Scud, qui était de très gros pétards. Hein. Ça n'a fait quasiment pas de morts, peut-être. Ça pétait, voilà. Les Scud, mais c'était très spectaculaire et psychologiquement extrêmement éprouvant. Dans la deuxième, donc ça c'était février 91. Dans le deuxième épisode de la série, c'était donc au printemps 2003. Là, les Israéliens se sont tenus très très soigneusement à l'écart. Mais il est clair que les Israéliens voulaient abattre Saddam Hussein. Hein. J'allais utiliser un vilain mot, non pas les imbéciles, mais les gens à courte vue qui voient pas plus loin que leur nez. Je ne citerai personne, mais j'en connais un en Belgique. Vous voyez, le pétrole, comme dans le Malade imaginaire, le poumon, où Mitterrand répétait l'Europe, parce que la France était en train de couler, donc il pensait que l'Europe allait syndiquer nos dettes, syndiquer nos désastres, et qu'on allait s'en sortir comme ça. Ça a été un très mauvais calcul. 40 ans après, on le sait, mais on le savait déjà à ce moment-là. Et donc il s'agissait d'abattre Saddam Hussein. Si un jour ça vous intéresse, je pourrais vous donner des éléments de compréhension à ce sujet. Aujourd'hui, il faut abattre l'Iran. Voilà. On nous dit ils n'ont pas tout à fait la bombe, mais il leur faut encore 2 ans. C'est curieux, ça fait 20 ans qu'il leur faut encore 2 ans. Ou 1 an, ou 6 mois. Il n'est pas sûr. L'imam Khomeini avait d'ailleurs mis son veto absolu sur la bombe qu'il trouvait être une bombe immorale, comme le chancelier, pardonnez-moi de citer le chancelier Hitler, avait refusé catégoriquement, puisqu'il avait été gazé lui-même, l'usage des gaz de combat. Et jusqu'à la dernière minute, rendons à César ce qui appartient à César. L'imam Khomeini est peut-être aux yeux de l'Occident un monstre, mais il a toujours... alors, on n'est pas obligé de le croire. Et puis, il est décédé
depuis longtemps, et ses successeurs ne partagent pas non plus forcément son point de vue. Mais enfin, visiblement, il y avait eu des négociations qui avaient abouti. Il y avait un contrôle du programme nucléaire civil et du retraitement de l'uranium 235. Du retraitement de l'uranium tout court. Et puis tout ça a été remis en jeu. Monsieur Trump, là, a dû se tromper en revenant, en résiliant les clauses de ce contrat. Maintenant, il faut remonter la pente et c'est plus difficile. Donc il y a ça en perspective. Gaza pourrait servir d'allume-feu, d'étincelles pour embraser l'Orient, ce qui permettrait de dégager la Cisjordanie. Alors là, on sait où on envoie les Palestiniens de Cisjordanie, on les envoie en Jordanie tout court, hein, c'est déjà prévu. 40 à 70% de la population jordanienne est déjà palestinienne, hein. Ce sont déjà des réfugiés. Il n'y a que ça, des réfugiés palestiniens, suite à la Nakba de 1948. Et donc il y a ça en perspective, ce qui ferait que les Israéliens pousseraient la roue. Il y a le gaz, le butin de guerre, et puis créer de la dépendance pour l'Europe. Le jour où on sera dépendant du gaz israélien, ils se feront des roubignoles en or, là. Et sera bouclé. Et pardon pour l'expression familière, mais enfin, un peu de... Et puis, ça serait l'occasion ou jamais je ne sais pas si on joue au poker, à la roulette, au blackjack, de ramasser la mise si on peut engager une guerre contre l'Iran. Ça ne fait peur, ça ne fait, dans les super états-majors de super faucons israéliens, ça ne fait pas peur, hein, on ne le craint pas. Puisque normalement, ce sont les autres il doit y avoir de la casse. Alors d'ailleurs, à propos de casse, on peut revenir si cela vous intéresse, mais beaucoup ont dit que le 11 septembre, puisqu'on parle de l'attaque terroriste, similitude, analogie avec le 11 septembre américain, ça ne tient pas debout. Hein, comme l'incendie de Notre-Dame, des poutres en béton armé, c'est-à-dire du chêne de 800 ans, qui crament en 1 heure de temps. Faut vraiment être demeuré, sous-équipé cérébralement pour le croire une seule seconde. Mais ça ne dérange pas. Ce sont des choses qui ne dérangent personne. Bon, ça permet de montrer l'excellence de notre artisanat qui n'est pas entièrement mort pour la restauration de ce cœur, de cette âme palpitante de la France qui est Notre-Dame. Le 11 septembre, encore une fois, ça tient pas debout. Que ce soit une opération, alors qu'on l'ait laissé faire ou qu'on ait aidé à la préparation, comme par hasard, vous savez, comme les petits singes, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien, mais le Shin Bet, qui est le service de renseignement intérieur, l'Aman, le service de renseignement militaire, le Mossad, la CIA locale, n'a rien vu venir, malgré les avertissements des services égyptiens. Je ne sais pas si les Qataris s'en sont mêlés, égyptiens et même américains. On leur a dit, il se prépare quelque chose. Ils n'ont rien vu venir. L'armée a mis 4 heures à intervenir après les infiltrations de combattants palestiniens, combattants terroristes du Hamas et combattants palestiniens conjointement. 4 heures ou 5 heures. C'est stupéfiant. On ne comprend pas. Donc ils ont bien laissé les autres. Ce qui veut dire aussi que la vie... mais on en a d'autres exemples à travers l'histoire. La vie de leurs coreligionnaires ne compte pas à tout coup, et que certains coreligionnaires sont aussi expendable. On l'a bien vu dans l'histoire. C'est consommable. Quelques sacrifiés pour quelques dollars de plus. Et on voit qu'en France ou même en Occident, ce conflit déchaîne encore beaucoup de passions et provoque évidemment crée un clivage, mais pas forcément le clivage qu'on attendrait, pas forcément un clivage droite-gauche, parce que c'est là qu'on voit les personnes dites de gauche qui, pour une fois n'est pas coutume, seraient plutôt de notre avis, seraient plutôt dans notre camp pour le coup, et on voit que dans ce qu'on appelle la droite, là ça se déchire.
et que en fait le clivage pro-israélien ou pro-palestinien n'est pas le même que le clivage droite-gauche en France. Curieusement, quand on parlait des protestants, autrefois, on disait par rapport aux catholiques, ça fait 4 siècles qu'ils lisent. Et les gens de gauche sont des gens qui lisent encore et qui ont un peu de profondeur de champ historique et qui ont je ne vais pas parler d'architecture intellectuelle, mais ils ont une structure mentale que leur a donné, bonne ou mauvaise, mais c'est une structure mentale que leur a donné le marxisme, que n'ont plus les autres. Alors, encore une fois, il faut regarder les choses sur 75 ans. Il faut regarder ce qui s'est passé sur les 15, 16, 17 dernières années à propos de Gaza. Les opérations monstrueuses, les épurations ethniques, les massacres. Alors, je parle pas. D'ailleurs, aujourd'hui, notons que nous sommes le 23 90e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 23 octobre, c'est le 40e anniversaire de l'effondrement de l'immeuble de 8 étages du Drakkar, dans lequel ont péri une cinquantaine de légionnaires, de soldats français, hommage leur soit rendu. Immeuble qui avait été, le capitaine Pierre Place nous le rappelait l'autre jour, qui avait été le dernier occupant avant les Français, avait été des services de renseignement israéliens. On n'a jamais retrouvé la soi-disant camionnette piégée qui aurait servi à faire s'effondrer le Hamas. On n'a pas retrouvé le Hamas, faire s'effondrer l'immeuble du Drakkar. On était en pleine guerre civile libanaise. Les Français participaient d'une force, appelons-la, c'était une force de sécurité, c'était une force d'interposition. Il y avait 1600 Français, 2000 Américains, je crois. Il y avait aussi un gros millier d'Italiens, une petite centaine d'Anglais qui ne sont pas forcément bien vus dans la région. Ils sont arrivés, ils sont repartis après. Les Américains ont perdu 200 ou 300 hommes. Hein. Avaient été hébergés dans un bâtiment près de l'aéroport qui avait sauté quasi simultanément d'ailleurs. On dirait aujourd'hui le timing, on dirait la coordination est proprement impressionnante et dénote d'ailleurs de savoir-faire technique de très haut niveau. Donc les Français, tout le monde a replié bagage, plus de force d'interposition. Il faut dire que beaucoup nous en voulaient parce que nous avions facilité l'exfiltration de l'OLP, ce qui a précédé de Yasser Arafat, qui était parti à Tripoli. Pas Tripoli au Liban, Tripoli, ils sont partis ensuite, Tripoli c'est en Libye, hein. Il y a un Tripoli au Liban, un Tripoli en Libye, et puis ensuite à Tunis où les Israéliens sont allés les bombarder d'ailleurs, et procéder à quelques exécutions. Homo ça veut dire, homo c'est l'homme, homo hominis en latin, hein. Donc des assassinats ciblés, et donc certains avaient de fortes raisons de nous en vouloir, monstrueusement pour avoir facilité le départ et l'évacuation des gens de l'OLP. Alors la France a voulu se venger puisqu'on est sur ce chapitre. C'est une incidente. Il y a eu l'opération Satan. On avait rempli une Jeep bourrée d'explosifs. Et puis Monsieur Mitterrand a téléphoné. Non, on annule. Et puis après, il y a eu l'opération Brochet. Dans la plaine de la Bekaa, on est allé bombarder un camp du Hezbollah, puisqu'on accusait l'Iran. Hein, c'était l'Iran. C'était pas le poumon, c'était l'Iran. Ce qui veut pas dire que l'Iran était tout à fait innocent en quoi que ce soit. Mais alors on est allé bombarder, mais on a tué un berger, je crois. Alors à l'arrivée, on a dit qu'on avait tué quelques combattants du Hezbollah. On a saupoudré un petit peu. Et pourquoi le campement a été vide? Parce qu'il y avait eu une fuite, une indiscrétion, une trahison, appelez ça comme vous voudrez, une fuite au niveau de l'Élysée. Il y avait un fonctionnaire qui avait vendu la mèche. Mais ça sera ni la première ni la dernière fois. Il faut dire que pour vous donner une idée de la guerre, de ce qu'était la guerre civile au Liban,
je crois que c'était au mois de janvier 82, il y avait eu les grands massacres de Sabra et Shatila, non pas perpétrés directement par les Israéliens, mais on avait envoyé les phalanges chrétiennes nettoyer. Là aussi, l'armée libanaise, tout le monde était resté l'arme au pied. On voyait pas ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de morts, mais c'est une opération qui avait été, on peut le dire, qui avait obtenu le feu vert, voire les encouragements, le parrainage du général Sharon. Voilà. Donc Israël n'avait pas les mains très propres dans ces massacres de Palestiniens par les phalanges chrétiennes, qui n'étaient pas forcément toutes dans le camp de la morale. Je n'ai pas dit dans le bon camp ou dans le mauvais camp. Je ne sais pas où est le bon camp et le mauvais camp, mais on peut essayer de rétablir un peu d'objectivité. Revenons un peu sur la France, où on voit justement Mélenchon, la France insoumise, voilà, qui soudainement se font taper sur les doigts comme on l'a rarement vu, pour une fois, justement parce qu'ils prennent position pour les Palestiniens. Mais alors, prennent-ils position pour les Palestiniens pour les bonnes raisons, ou est-ce que ce n'est pas juste par sympathie islamiste, sympathie musulmane, ou par immigrationnisme, ou par tiers-mondisme? Merveilleuse question. Parce que là, on touche au cœur on n'est pas très loin du cœur du réacteur. Monsieur Mélenchon est né à Tanger. Monsieur Mélenchon est un trotskiste pur et dur, mais de la tendance lambertiste. Je vous renvoie sur les tendances entre la Ligue communiste révolutionnaire et les lambertistes. Il y a quand même des différences significatives dans l'idéologie, la théorie, la doctrine. On a beaucoup parlé d'islamo-gauchisme. Je ne suis pas sûr que Monsieur Mélenchon ait une très forte sympathie pour l'islam. Mais Monsieur Mélenchon est quelqu'un d'astucieux. Et également un jeune animateur de LCI, hier, on évoquait le cas plus malin que Darius Rojman, qui est d'origine iranienne, entre nous soit dit. Que beaucoup plus malin que lui, qui a dit, on parlait de Mélenchon, mais il dit, mais il n'est pas sûr que si aujourd'hui il y avait un scrutin, M. Mélenchon n'obtiendrait pas 22% des voix. C'était très bien vu. Alors, M. Mélenchon ne fait pas ça par électoralisme, mais M. Mélenchon, lui, il regarde les courbes démographiques. C'est un bon indicateur. Les courbes démographiques, on nous dit il y a 6 millions de musulmans en France. Mais vous savez comme moi que les statistiques ethniques sont interdites. Et si on prend première, donc ça c'est les trubillons, hein, ceux qui vont tout casser, qui pillent avec maman derrière qui tient le caddie. Les trubillons de la dernière génération, nés en France, de nationalité française, mais si on remonte plus loin en arrière, deuxième, troisième, quatrième génération, de gens souvent bien intégrés, très bien intégrés, qui aiment, pour beaucoup, qui aiment d'ailleurs le pays, mais qui sont aussi animés par l'esprit communautaire, au sens fort du terme. L'islam, c'est une communauté de croyants, ce qu'on appelle l'Oumma. Mais nos politiques, nos journalistes sont d'une ignorance, mais je sais pas, sidérale, je sais pas comment la qualifier, cette ignorance à propos de l'islam, des pays musulmans. Il ferait mieux de lire autre chose que des journaux, hein, il ferait mieux, puis d'aller voyager véritablement. Hein. Ils mettent leur sac à dos, ils vont transpirer un peu, et le monde leur rentrera par les pores de la peau. Et Monsieur Mélenchon a bien compris qu'en fait, les musulmans ne sont pas 6 millions en France. Ils sont 15, 20 millions. Je parle les Français de souche. Combien en reste-t-il? 30 millions? 35 millions? Je dis bien de souche. Alors, je parle pas des immigrés italiens de l'entre-deux-guerres, je ne parle pas des immigrés polonais, des portugais. On fait tous partir, là, c'est la même culture, le même bain culturel. Hein. Ce sont mais il faut bien penser que c'est une culture qu'on a en commune, l'héritage chrétien, catholique, notamment pour les Polonais, les luthériens pour les Allemands, mais on appartient tous fondamentalement au même socle culturel. Les immigrés, qu'ils soient subsahariens, nord-sahariens, qu'ils soient musulmans ou autres, n'ont pas
notre culture. Ils ne procèdent pas, ils n'ont pas la même idiosyncrasie. Idiot, c'est pas idiot, hein. C'est idiot, c'est la vision, le filtre personnel. Ils n'ont pas la même Weltanschauung. Ça, c'est un mot allemand qui signifie la même perception, la même conception du monde. Ce qui veut pas dire qu'ils ont aussi, ils ont comme nous 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Ils aiment leurs enfants, mais ils sont, qu'on le veuille ou non, ils ont aussi des architectures psychiques. J'ai pas dit mentales, psychiques, qui sont légèrement, ils ont pas tout à fait le même câblage. Monsieur Mélenchon a très bien compris, et puis eux, les 6 à 10, voire plus, 12, 13, 14 millions de musulmans qui habitent ce pays, qui s'y sont pour beaucoup enracinés, même s'ils ne professent plus ouvertement l'islam, même s'ils ont trouvé des accommodements, ils aiment beaucoup le vin, ils aiment beaucoup ceci, beaucoup cela, peut-être pas le cochon, mais le vin, oui. Eh bien, ils sont attentifs. Ils sont attentifs à ce qui se passe en Palestine, à ce qui se passe ici et là. J'ai constaté dans mes voyages, j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe à vélo, dans la campagne hollandaise, il m'arrivait de demander mon chemin, heureusement je savais lire une carte, à des paysans. Ils étaient incapables de voir plus loin que le village d'à côté. Et encore, ils voyaient pas que telle route, tel passage pouvait me conduire. En Syrie, en Jordanie, je demandais à un paysan du coin comment rejoindre une ville qui était 150 kilomètres plus loin. Il me disait, alors, tu vas prendre la piste là, puis tu vas arriver sur une route, et puis tu vas partir par là. Ils ont une vision géographique qui n'est pas du tout la nôtre. Mais pas du tout. Ils ont donc aussi une pensée, à cause de l'Oumma islamique, une pensée géopolitique qui nous échappe complètement. Hein, c'est une qualité qu'il faut leur reconnaître. Voilà. Donc aujourd'hui, les communautés, notamment musulmanes, mais pas que, mais ça représente beaucoup de monde. Hein. L'islam, c'est 1,5 milliard d'hommes de nos jours, et des gens qui ont quand même une foi plus affirmée. Chez les vrais musulmans, on croit toujours, c'est ce que ne veut pas comprendre les gens de chez nous, ils croient toujours à l'enfer et au paradis. On ne fait pas certaines choses parce qu'on va en enfer. Nous, on ne croit plus en l'enfer et au paradis. C'est bien dommage, par certains côtés. Et donc, ces gens réagissent. Et là, si Monsieur Mélenchon peut prendre la tête du tiers-monde global, ou du Sud global, appelons-le comme ça, le Sud global présent en France, pour moi, le grand remplacement n'est ni une chimère ni un mythe, il est déjà effectué en grande partie. Hein. Je le dis carrément et clairement, pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur aussi, beaucoup pour le pire et un tout petit peu pour le meilleur. Et bien, Monsieur Mélenchon, effectivement, comme l'a dit ce jeune animateur doué, il a dit, mais Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, ferait peut-être 22%. Monsieur Darmanin s'est ridiculisé, mais qui va le dire, en voulant faire interdire les manifestations. Le jour où il l'a interdit, il y a eu des manifestations dans toute la France. Pas des grosses manifestations. D'abord quelques centaines, quelques milliers. Aujourd'hui, c'était vendredi, je ne sais pas s'il y a eu des manifestations à Paris, mais il y en avait dans toute l'Europe. Il y en avait au Royaume-Uni, il y en avait en Belgique. C'est une lame de fond qui se soulève, qui peut se soulever. Alors, je ne parle pas de guerre civile pour la France, mais Monsieur Macron lui-même, dans un échange avec Monsieur le patron là, du RN, Bardella. Monsieur Bardella a évoqué les risques. Il a conscience des risques. Hein, on devait poursuivre, on devait coller des amendes à tous ceux qui participaient aux manifestations, à tous ceux qui disaient un mot de travers, qui contestaient que l'action du Hamas ait pu être une action atrocement terroriste. Où sont les procès, où sont les arrestations
ils n'osent plus parce que là, effectivement, la France risque de se soulever. Oui, c'est ça. Allons-nous voir encore une répression policière envers justement des manifestants musulmans, gauchistes? Ou ceux qui brandissent des pancartes, Israël État terroriste. Israël État terroriste. Je rappelle qu'Israël a mené des actions, voire une guerre terroriste contre la présence anglaise. Le grand représentant des Nations Unies, le comte Bernadotte, qui est suédois, comme son nom l'indique, puisque la royauté, la monarchie suédoise descend d'un maréchal d'empire français, Bernadotte. C'est pour ça qu'il s'appelle Bernadotte. Et a été assassiné. Il y a l'épisode fameux du roi, de l'hôtel du roi David, qui a fait des centaines de morts. Là aussi, il y avait l'Irgun et la Haganah. Combien de chefs, de politiques, de premiers ministres, de l'État d'Israël, de l'État hébreu, sont issus des rangs de ces terroristes. Je vais vous lire, puisqu'on parlait de l'attentat du Drakkar, un tout petit passage. Alors j'espère qu'ils vont pas le supprimer tout de suite. Faites-en des copies, des captures d'écran. C'est intéressant l'intervention de 1982. C'est que alors ni guerre ni paix. C'est Wikipédia, hein. Mais vous savez que Wikipédia c'est un kaléidoscope. Ça va, ça vient. Dès qu'il y a un truc gênant, on le gomme. C'est wiki menteur, un wiki mensonge. Mais de temps en temps, on trouve des trucs intéressants. Donc on parle de la période 1977-1982. Et juste avant, en juin 82, il y aura l'opération Paix en Galilée. Alors, je lis, c'est très court. De 1979 à 1983, les services secrets israéliens mènent une campagne à grande échelle d'attentats à la voiture piégée qui tua des centaines de Palestiniens et de Libanais, civils pour la plupart. Le général israélien David Agmon indique qu'il s'agissait, citation, de créer le chaos parmi les Palestiniens et les Syriens au Liban sans laisser d'empreinte israélienne pour leur donner l'impression qu'ils étaient constamment sous attaque et leur instiller un sentiment de peur et d'insécurité. Fermez les guillemets. Le chroniqueur militaire israélien Ronen Bergman précise que l'objectif principal était de pousser l'organisation de libération, l'OLP, de libération de la Palestine, à recourir au terrorisme pour fournir à Israël la justification d'une invasion du Liban. Donc, stratégie de la terreur, hein. Le 16 juillet 81, les roquettes palestiniennes tuent 3 civils israéliens. Le lendemain matin, l'aviation israélienne bombarde massivement les bureaux de l'OLP à Beyrouth, tuant entre 200 et 300 personnes, etc. Alors, ce passage est cité d'un ouvrage dont je donne la référence, Rémi Brulin, quand Israël crée un groupe terroriste pour semer le chaos au Liban. C'est pas un groupe terroriste. Oui. Orient 21, 20 juin 2018, on le trouve, on peut le lire en ligne. Rémi Brulin, quand Israël crée un groupe terroriste. Non, quand Israël menait une guerre terroriste. Absolument. Et c'était une politique d'État. Donc c'est pas entièrement faux. Je dis pas que c'est entièrement exact. Quand les protestataires qu'on voit dans les rues de France brandissent des pancartes, Israël État terroriste. Qu'on fasse le bilan des morts, non pas du Hamas, mais des morts palestiniens à Gaza, et seulement à Gaza ou à Jérusalem-Est, on sera effrayé par les monceaux de cadavres. Mais Israël est la plus grande démocratie du Proche-Orient, une démocratie exemplaire, et l'armée de Tsahal est une armée exemplaire aussi. On pourra plutôt leur conseiller de brandir des pancartes ça fait plus d'effet. Et moi-même, mes propres parents étaient témoins de la guerre du Liban, donc je peux attester par témoignage direct que ce que vous avez lu est exact. Voilà. C'est Wikipédia. Alors, vous remarquerez qu'on ne parle plus ni de l'Ukraine, ni de l'Artsakh. Ah, ouais. On a-t-on seulement parlé de l'Arménie et de l'Artsakh Écoutez, ça marche pas très bien en Ukraine, donc ça se met à péter au Proche-Orient. Quand ça
quand la rébellion anti-Baassis, c'est le régime ex-régime de l'Irak, mais c'est aussi le régime de Damas. Ce sont des socialistes nationaux arabes, sans référence aux heures les plus sombres, bien entendu. Ça s'est allumé en Ukraine, en 2014. Il y avait déjà eu une tentative en 2003-2004, mais qui avait fait un peu long feu. Donc là, à coup de milliards, Madame Nuland s'en est vantée d'ailleurs. Donc on a eu l'Euromaïdan. Elle a dit que ça avait coûté déjà aux États-Unis 4 milliards pour allumer le brasier, le brasier ukrainien. Puisque là aussi, pendant 2 ans, ça fait bientôt 2 ans, on nous a bassinés sur LCI, sur toutes les chaînes de télé, sur l'invasion russe. Mais ça faisait 7 ans, depuis 2014, que les populations civiles étaient bombardées par l'Ukraine, qui massait des troupes d'ailleurs pour nettoyer la poche ethnique. Ce ne sont pas des russophones, mais des Russes du Donbass. Donc, Monsieur Poutine, d'ailleurs, en vertu d'ailleurs des accords de Minsk, qui avaient gelé le conflit, et qui devaient le résoudre, c'était novembre ou décembre 2014, et puis février 2015, dans les accords de Minsk, il était prévu qu'il y avait un droit d'ingérence humanitaire au cas où les populations du Donbass. Donc j'ai entendu une fois sur LCI un malheureux amiral dont le nom m'échappe, parce qu'il était trop bien cet homme, qui disait la Russie était tout à fait légitime à intervenir au Donbass, tout à fait légitime en droit international. Mais qui le dit? Qui l'a dit? Donc là, apparemment, il y a que sur LCI où, encore une fois, les Russes ont des pertes effroyables, des pertes de soldats insupportables, mais donc l'Ukraine continue à avancer, la poussée est irrésistible, mètre par mètre. Ceci dit, apparemment, la guerre est terminée. La guerre est terminée, elle durera quand même peut-être encore 6 mois, 1 an, 2 ans, au moins jusqu'aux élections, à la reconduite aux affaires de Monsieur Biden. Ça m'étonnerait, mais enfin, je ne sais pas s'il ira jusque-là. Ouais. Et puis on l'évacuera avant, on mettra Madame Kamala Harris. Et puis on mettra, à côté de Madame Kamala Harris, on mettra Madame Clinton. Et donc, au moment où ça se dégonfle du côté de l'Ukraine, où rien ne va plus, comme par hasard, ça se rallume au Levant. Et puis il y a l'Artsakh, là on est dans une triangulation. On dit les Russes n'ont rien fait. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils sont déjà occupés ailleurs, les Russes. Et puis aussi les Arméniens sont malheureusement un peu trahis par leurs élites qui manquent par Monsieur Pachinian. On peut citer son nom. C'est le Macron local. C'est un peu le Macron local, un ancien journaliste qui se croit libéral, qui n'a peut-être pas l'envergure en fait, et qui du coup tourne le dos aux Russes en pensant s'acoquiner avec l'Occident. Il a vendu son âme au diable. Il faut comprendre que Poutine n'a pas spécialement le cœur à venir l'aider, alors qu'au fond de lui, il aimerait. Sans doute. N'oublions pas que Monsieur Lavrov est à demi arménien. Son extraordinaire, parce que c'est un grand ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Il domine la scène internationale. C'est indéniable, par sa stature, pas seulement parce qu'il est grand, mais par sa stature intellectuelle. Oui, Monsieur Pachinian a cru très malin ces temps-ci. Il a laissé se dérouler des manœuvres militaires avec des forces américaines. Encore une fois, il a vendu son âme au diable. Il est étonnant que les Arméniens n'aient pas accroché au bout d'une ficelle déjà un quelconque réverbère. Il y en a beaucoup qui rêvent, et quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, même sur des réseaux bien pensants comme Boulevard Voltaire, il y en a beaucoup qui rêvent de cordes et de pendus. Beaucoup plus qu'on n'imagine. C'est assez. On a des petits sondages, vous me direz. Donc c'est un lectorat restreint, captif, Boulevard Voltaire, mais quand même, ça en dit long. Vous savez, les goys, les Arméniens sont des goys, et les goys on les appelle les gentils. Alors les Arméniens sont les goys par excellence.
Alors, ceci dit, les Russes, puisque on parle de la Russie, n'a toujours pas retiré et n'a pas l'intention de le faire pour l'instant des 2000 personnels de sa force. On dit personnel, hein, on dit pas hommes. 2000 personnels de sa force d'interposition en Artsakh. Ils sont toujours là. D'ailleurs, les choses, la fin de l'Artsakh est programmée pour la fin de l'année. On ne parle plus de massacre, mais il y a quand même, sur 120 000 habitants de l'Artsakh, il y en a 100 000 qui sont partis. Et pris dans la nasse, les hommes en âge de combattre, les Azerbaïdjanais ne les ont pas laissés sortir, donc on peut penser qu'ils les exécuteront. Exactement, on pourrait le déplorer. L'Artsakh deviendrait une sorte de Gaza bis. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Oui, il faut penser que derrière l'Azerbaïdjan, il y a à la fois la Turquie et Israël. Et que la Turquie est aussi donnée par Thierry Messant, je ne peux pas vérifier, mais comme une base arrière du Hamas et l'un des grands financiers du Hamas. La Turquie, on dit M. Erdogan a des ambitions néo-ottomanes, ça n'a pas marché en 2011, mais c'est vrai qu'il y a toujours une tendance, je ne dirais pas pantouranienne, mais pan-turque sur l'Asie centrale. Il ne faut pas oublier que la plupart des peuples d'Asie centrale, enfin beaucoup d'entre eux, parlent le turc, hein, jusqu'aux Ouïghours de Chine, qui sont des turcophones, si je ne me trompe. Oui, normalement, ce sont des turcophones. Et donc, l'ambition, Monsieur Erdogan se fait construire une sorte de château de Versailles. Mais là, Monsieur Jean-Michel Apathy ne demande pas qu'on le détruise. Oui. Puisque on dit que c'est que les terroristes qui sommeillent en France, qui veillent et sommeillent, seraient peut-être heureux de placer des bombes au château de Versailles. Mais le plus grand terroriste contre le château de Versailles que je connaisse, c'est Monsieur Apathy, qui a déclaré à la télévision que s'il était chef d'État, le premier acte qu'il réaliserait, ce serait de raser le château de Versailles. Voilà. Pour que ça ne... Bon, on voit bien qui sont les gens véritablement dangereux. On parlait du golem tout à l'heure. Apathy devrait se réjouir là de la 6e alerte à la bombe consécutive. 6e, oui, c'est presque une par jour. Une par jour. Une par jour. Alors on va mettre ça sur le dos du Hamas, mais je parlais du golem. Le Hamas est un golem qui se rebelle comme Ben Laden, qui était un agent de la CIA, s'est rebellé contre son maître, quand le maître l'a abandonné. Qui a ouvert les portes à l'immigration? Tous les grands intellectuels de gauche, hein, toute la gauche bien pensante, au rang desquels on peut situer Monsieur Attali. Aujourd'hui, si l'islam représente un danger dans ce pays, il faut leur dire merci, parce que les musulmans ne sont pas arrivés seulement à cause des vilains capitalistes qui avaient besoin d'une main-d'œuvre à bon marché, mais aussi parce qu'il y avait une idéologie sans frontiériste, une idéologie, pauvre Monsieur Poutou, une idéologie immigrationniste massive, et qu'elle existe toujours, cette idéologie. Donc ils ont créé un golem, ils ont lâché le golem, et aujourd'hui ils ne le maîtrisent plus. Et aujourd'hui ils font, comme l'aurait dit Monsieur Coluche, ils font dans leur culotte. Ce sont un golem, ils sont foireux. Un golem à qui on pourrait donner le doux nom de balai, le fameux balai, pas pour passer le balai entre autres, mais pour être le balai de terminer ma phrase. C'est les rabbins qui le disent eux-mêmes. Oui, les sons rabbins. La responsabilité de leurs propos, eux, ils ne risquent rien. Il y en a quelques-uns qui traitent quand même parmi les rabbins. Il y a quand même une faction, les Natura Carta, certains ultra-orthodoxes, qui considèrent. Mais il y a une vidéo, hein, on voit des dizaines de milliers de rabbins qui hurlent contre le sionisme et Israël en disant c'est une abomination. Du point de vue théologique et religieux, pour eux, c'est une abomination. Et qui condamne. Il y a beaucoup en France, on a l'Union des Juifs pour la Palestine. Il y a Zemmour,
Nicole Zemmour. Olivia Zemmour, non? Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais il y en a partout aux États-Unis. On voit dans les manifestations, je suis juif et je suis pour la Palestine. On est pour la Palestine, on n'est pas pour le terrorisme du Hamas, mais on est pour la justice de la Palestine. C'est un sentiment de justice qui doit nous animer. On massacre pas les gens innocents en disant qu'on a le droit de se défendre. Quand je dis massacrer, là, ce sont vraiment des massacres. Que font les bombes actuellement qui tombent? On est à 4 ou 5 000 morts palestiniens. C'est vrai qu'on a rasé aussi l'Afghanistan. Monsieur Ben Laden à Tora, je sais pas si c'était Tora Bora, Tora tout court, Tora Bora, il y avait des trous, soi-disant, vous savez, on nous avait montré des architectures à la Ian Fleming, hein, le Smersh, des complexes extraordinaires, des bunkers géants. C'était des trous creusés à la perceuse, dans lesquels les gars avaient une natte, un pot avec du thé, quelques dates, j'imagine aussi. Leurs calaches, les calaches faites souvent, c'est des pétoirs. Il y avait un marché à côté de Peshawar, des barres de direction de bagnole, et ils les foraient et ça faisait des canons de calaches. C'est des calaches locales, des calaches indigènes. Mais le 11 septembre est bienvenu puisque c'était eux qui avaient perpétré le 11 septembre. Et Ben Laden, il faudrait remettre les choses en place. Ben Laden, la légion arabe de Ben Laden, c'était au maximum entre 800 et 2000 hommes. Mettons 2000 hommes pour faire plaisir à tout le monde. Vous les voyez en train d'organiser la grande sauterie de Manhattan et les immeubles qui s'effondrent sur eux-mêmes à la vitesse comme le toit qui ont fait danser, comme la forêt de Notre-Dame qui crame. Et qui ont fait danser quelques Israéliens sur place, je crois. Oui, ils avaient été arrêtés, ils sont restés quelques mois en prison. Ils dansaient de joie en regardant les tours en flammes et les tours s'effondrer. Ça avait choqué des gens, ils étaient 4 ou 5. Hein. Il y en a un qui était monté sur le toit d'une camionnette. Mais il y a eu beaucoup d'arrestations, puis on les a exfiltrés, on les a rendus à Israël sagement. Sagement, il fallait un peu de sagesse. Donc l'Artsakh s'est plié. Pourtant, c'était un territoire, même si c'est une enclave, il faut bien le dire, en territoire azerbaïdjanais, c'était depuis au moins 2000 ans, ou 2500 ans, ou 3000 ans, c'était arménien. Exactement. C'était des populations arméniennes. Maintenant, ce ne sont plus des populations arméniennes. Voilà. Merci aussi Israël qui a fourni les armements à l'Azerbaïdjan. Merci à la Turquie qui a fourni les drones Bayraktar, les drones tueurs, et qui ont écrasé la petite force de l'Artsakh sans coup férir, c'est-à-dire sans porter le moindre coup. Erdogan est un peu un guignol qui se prend pour le nouvel is no good, mais s'il faisait vraiment peur, s'il avait vraiment une quelconque puissance, Israël et s'en inquiéterait. Or, en fait, il ne représente aucun danger au contraire pour Israël. C'est bien même, je crois, même l'aviation turque, des Turcs qui avaient abattu des avions russes, qui avaient tué un ambassadeur russe aussi. Les Turcs ne sont pas du tout les amis des Russes. Et ils n'ont pas mobilisé leur flotte de guerre pour forcer le blocus de Gaza et apporter des secours. Enfin là, félicitons-nous, il y a 3 nouveaux camions qui sont passés, donc on a peut-être 4 camions au total pour nourrir une population, encore une fois, de 2 millions, 4 camions de ravitaillement, un peu de carburant pour les groupes électrogènes des hôpitaux, ceux qui n'ont pas été bombardés. Hein, notons qu'il y a une église orthodoxe qui a été détruite, et le fameux hôpital dans lequel on ne sait pas combien il y a eu de morts, on ne sait pas, parce que le Hamas fait aussi sa propre propagande. C'était un hôpital évangéliste, pas... évangéliste, on dit pas évangélique, évangéliste, et qui s'appelait, en langage vernaculaire de chez nous, s'appelait l'hôpital Baptiste. On l'appelait le Baptiste. Hein, donc, on ne dira pas, il y a des gens qui ont mauvais esprit, qui disent que les Israéliens visent les dernières infrastructures chrétiennes de Gaza, parce que alors tiens, pour l'anecdote, il faut peut-être rappeler, on voit ça c'est la grande imagerie d'Épinal
chrétienne, véritablement chrétienne. Les judéo-protestants des États-Unis sont des chrétiens, mais à la marge. Hein. On voit pas dans leurs temples, ça s'appelle des temples, on voit pas, il n'y a pas de crucifix. Hein. Ou si chez les luthériens il y a un crucifix, il n'y a pas de Christ dessus. Donc c'est quand même des religions qui sont très différentes, autant de l'orthodoxie grecque et russe, et autant du catholicisme de chez nous. Et bien, quand la Vierge Marie part en Égypte, je vous le donne en mille, elle va pas en Égypte, elle va pas à Alexandrie. La Vierge Marie va à Gaza, parce que Gaza était un territoire égyptien. Donc la fuite en Égypte, elle part, c'est pas très loin, hein, de Bethléem, de Bethléem à Gaza, c'est la porte à côté. Donc la fuite en Égypte avec le petit âne et Joseph, Jésus, Marie, Joseph, c'est Gaza. Qui va le dire aujourd'hui? Pourtant c'est un point qui mériterait d'être rappelé et souligné. Et ben, déjà, on fuyait la persécution à Gaza à l'époque. L'histoire se répète, espérons qu'elle trouve une issue heureuse. Et on va peut-être laisser... on a peut-être été trop bavard, non? Pour ce 90e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous avons fait notre part du travail, maintenant laissons le Dieu faire le reste. C'est une très belle conclusion. Alors, si quand même un dernier mot, oui. Monsieur le général Yakovlev dont je parlais disait mais c'est terrible, ils vont entrer dans Gaza, Gaza est un piège, ils n'en ressortiront pas, où les pertes vont être énormes, ils ne sont pas aguerris, ils ne sont pas, tout est piégé, les Gazaouis ont eu 15 ans ou plus pour établir des défenses, ça c'est une chose. Et j'ai vu un grand patron retraité de Tsahal et des services de renseignement. Non, mais pas du tout, on a une surprise. Alors la surprise, c'est pas, je pense pas que ça soit mini-nuc, c'est-à-dire une arme nucléaire de tout petit calibre. Elles existent, on a fait des recherches là-dessus. Hein. Certains ont cru que l'explosion du port de Beyrouth avait été causée par un micro-engin nucléaire. Je ne le crois pas non plus, parce qu'il y aurait eu des retombées. Mais enfin, il y en a qui y croient dur comme fer. D'autres le disent aussi pour le gazoduc Nord Stream 1 et 2, mini-nuc. Non, mais les Américains disposent de trucs terrifiants, bien encore plus terrifiants presque qu'une arme nucléaire. C'est les raseuses de pâquerettes. Alors on disait que tuer les gens du Hamas, ça repoussait comme l'herbe, c'était la tondeuse à gazon, mais là les raseuses de pâquerettes sont des bombes qui font plus de 10 tonnes. Et air fuel bomb, c'est un mélange qui s'enflamme de fuel et d'air et qui vont créer une dépression, c'est-à-dire un vide quand elles explosent, un vide terrifiant, un vide. C'est-à-dire que dans un rayon de 400 mètres ou de 500 mètres autour de la bombe, il n'y a plus d'oxygène. Tout l'oxygène a été cramé. Donc les gens mourront dans les ruines. À mon avis, c'est ça la surprise qu'il nous prépare. 4 ou 5 raseuses. Elle a déjà été utilisée par les Américains de façon assez ignoble. Vous pouvez rechercher les images. Lorsque ils ont investi le Koweït, la ville de Koweït, les Irakiens ont fui. Il y a ce qu'on appelle l'autoroute de la mort. Alors, sur 400 mètres de large et sur plusieurs kilomètres de long, on voit des véhicules entièrement cramés avec des cadavres au volant. C'était pas de l'armée irakienne qui fuit. Mais ils ont utilisé les raseuses de pâquerettes. Ils les ont expérimenté grandeur nature. Voilà. Donc, d'ici notre prochain rendez-vous dans peu de temps avec Claude Janvier, on verra si l'offensive a été lancée sur Gaza, mais je crains le pire. Et on peut craindre courage aux otages, que rien ne les arrête. Là encore, un final dernier mot, final cut, pour parler le bon français d'aujourd'hui. Les Israéliens sont sûrs de la presse. La presse est quand même majoritairement, et la presse c'est l'opinion publique n'existe pas. Ce sont les médias qui la font. Les gens sont abrutis d'informations, abrutis de fatigue, abrutis de taxes.
et ils croiront, quand ils ouvriront leur poste de télévision, ils croiront ce qu'on leur dira. Même des gens aussi qui se voulaient non conformistes comme CNews ont rejoint la meute, le cœur des immenses pleureuses, de ceux qui réclament vengeance, qui clament la vengeance, le droit à la vengeance, parce que c'est là où nous en sommes, mais la vengeance aussi à bon dos, ce n'est finalement qu'un prétexte, on l'a dit, pour gagner des territoires et s'étendre à l'infini, puisque l'homme est comme un gaz. Vous libérez un gaz, il occupe le plus de volume possible. Ça s'appelle, chez Nietzsche, la volonté de puissance. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Jean-Michel, et à très bientôt chers auditeurs. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur V. Et encore une fois, que Dieu nous garde, nous en avons besoin.